Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Cette vidéo amateur résonne comme une alerte. Elle a été postée sur YouTube comme une bouteille à la mer par une simple médecin de quartier. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Le docteur Anne-Lise Ducanda s'occupe de très jeunes enfants en banlieue de Paris. Depuis quelques années, elle voit se multiplier des symptômes inquiétants ressemblant à l'autisme. Et elle est convaincue qu'il y a urgence. Nous allons chez le petit Ryan, qui a 3 ans. L'école de Ryan m'a appelé il y a 5 jours pour me dire qu'ils avaient tenté une scolarisation de 20 minutes et que c'était extrêmement difficile. Un petit garçon qui ne parle pas du tout, qui a hurlé pendant 20 minutes en se roulant par terre, qui ne réagit pas à son prénom, avec qui on ne peut pas croiser le regard. J'ai jamais pu croiser son regard. Et élément important, il ne peut pas s'endormir sans le smartphone. Donc ça fait des mois et des mois qu'il ne s'endort qu'avec les images et le son du smartphone. La maman est d'accord, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est possible de tout arrêter? Et elle me dit oui, ça va être possible, je peux tout à fait arrêter la télé. Et donc je commence dès ce soir. Ryan vit tout seul avec sa maman dans une jolie résidence de Viry-Châtillon. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Ryan. Oh mais dis donc, tu nous fais la fête. Attends. Ah, tu veux t'asseoir sur l'escalier? Ouais, mais viens pas ici. Attends, viens. Tu vas nous montrer dans la maison. Viens. Voilà. Attends, on va rentrer. Hop là. On va rentrer. Ouais. Voilà. Vas-y, hop là. Voilà, super. Il vient à peine d'être privé d'écran. Tout est encore très fragile. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu avant-hier? Je vois déjà un grand changement. En un jour et demi, sans écran, vous voyez un changement sur le comportement de votre petit garçon. Franchement, c'est un miracle. Déjà, il a commencé, il a dit maman, alors que ça fait 1 an que j'attends qu'il parle, il n'a pas dit un mot. Donc lundi soir, il a dit maman. Il a dit maman. Tu viens? Viens. Allez, viens. Tu viens, fais-moi câlin. Oh, un gros câlin, maman. Voilà. Tu te mets de l'autre côté? Oh oui, fais un câlin, maman. Vous trouvez qu'il vous fait plus de câlins depuis qu'on s'est vu? Oui. D'accord. Parce que les parents me disent ça. Hein. Oui. Bravo, Ryan. Bravo. C'est incroyable. C'est très bien. Non, mais vous allez voir, et tout ça va entraîner d'autres progrès qui entraîneront d'autres progrès. Je suis très contente, c'est vraiment super. Je suis très, très surprise, parce que quand on s'est vu il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Je n'ai jamais croisé son regard, il a beaucoup pleuré, il était pas bien. Je n'arrivais pas du tout à l'intéresser à moi et à ce que je faisais. Et là, il me regarde, c'est vraiment spectaculaire. Je ne peux pas rester sans téléphone. Alors, c'est vraiment ce phénomène de drogue et d'addiction. Des fois, j'ai pas de réseau sur le téléphone. Il prend le téléphone, il le casse. Ah oui, c'est incroyable. Il a cassé la tablette. Il ne casse supporte pas qu'il n'y ait plus l'image et le son du téléphone. Oui. Donc, il vous a cassé combien de téléphones, madame? 5 téléphones. Il vous a cassé 5 téléphones? 5 téléphones. La tablette, c'était 3 jours après, il a cassé. Et depuis lundi soir, il n'a pas fait ça? Depuis lundi soir, franchement, c'est lui qui prend les jouets, il joue tout seul. C'est un handicap aussi pour moi, c'est pas juste pour mon fils. Parce que courir après lui toute la journée, essayer de lui parler toute la journée alors qu'il ne comprend rien, essayer de lui faire des câlins alors qu'il ne réagit pas, je l'appelle, il ne réagit pas. Moi, j'ai cru que je ne vais jamais travailler. Jamais je pourrais avoir un travail ou avoir une vie normale, même pour mon fils, pour qu'il aura son confort, sa vie normale, sa maman qui travaille. Oui, c'est ça. Il parle, c'est bon. Il y a un très grand changement. La maman de Ryan veut nous montrer ce que regardait son enfant sur son téléphone. Une comptine bien innocente. Donc voilà, c'est là, c'est ça. Le furet des bois jaunis, il est passé par
C'est ça, ouais. Il fait comme ça, il se tourne, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit. Il commence à sélectionner, c'est lui qui choisit, et après il remet les chansons. Mais quand son fils entend la petite musique, il change soudain d'attitude. Voilà. Là, il va parler à peu personne. Il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Il reste comme ça pendant des heures. Regardez, si ça coupe, il va commencer à crier. Il m'appelle pour lui faire les chansons. Attends, Ryan. Regardez, je vais lui changer la chanson. Voilà, c'est bon. Non. Non, non, tu vas pas écouter les chansons, Ryan. Non, 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 tu vas pas écouter. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de chanson, Ryan. Non. Non. Non, tu vas pas écouter les chansons. Ryan, regarde, on va jouer ensemble. Regarde. Non, allez, on laisse le téléphone. Viens, viens, on va jouer. Viens, Ryan. Ryan, viens, viens. Allez, viens, on va jouer, Ryan. Voilà. Retour à la case départ. La maman décrit son quotidien beaucoup plus positif, même s'il y a besoin de 5 minutes par jour encore de smartphone, tellement il hurle pour le calmer. Il est calmé, elle passe à autre chose, donc c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve beaucoup de progrès. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'éloignement du téléphone suffira-t-il à guérir Ryan? Pour le savoir, nous reviendrons dans un mois. Comme la maman de Ryan, près d'un parent sur deux prête son téléphone à son enfant pour l'occuper ou le consoler. La révolution numérique a bouleversé nos vies. Elle a accéléré les communications, elle a multiplié le savoir. Les machines sont devenues de plus en plus indispensables, de plus en plus petites, jusqu'à finir dans nos poches. Nous vérifions notre téléphone portable en moyenne 30 fois par jour. Quelque chose nous pousse à revenir sans cesse sur ce petit écran lumineux. Il nous prend notre temps, il nous tient en éveil. Nous avons tous identifié une addiction qui nous semble inoffensive. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Et alors, il a fallu plusieurs enfants, plusieurs mois, etc., pour que vraiment je me dise, il y a une problématique écran, parce qu'au départ, vous vous dites, vous n'êtes pas sûr vous-même, quoi. Vous n'êtes pas vous-même convaincu. Et c'est vraiment la succession des situations, le fait que je propose aux parents d'essayer de proposer autre chose à l'enfant, de réduire l'écran, de limiter, etc. Et de revoir l'enfant 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, avec plus de troubles du tout ou des progrès spectaculaires qui me font dire mais c'est incroyable. Anne-Lise Ducanda a commencé à observer cette épidémie invisible dans le centre de protection maternelle infantile où elle reçoit les familles pour des consultations de routine. Là, on sent que badaboum, c'est tombé. T'essayes un autre? Vas-y, essaye une autre couleur. Depuis 2 ans, elle pose systématiquement la question de l'exposition aux écrans. Combien il y a d'éléphants sur le dessin? Elle essaye de ne pas culpabiliser des parents qui souvent ne sont pas conscients des dangers des écrans. Ce matin, c'est le petit Mehdi et sa maman. Voilà, viens avec maman. Regarde, voilà. Bah, regarde, hop, regarde. Ouais, tu la lances au docteur? Lance au docteur, tiens. T'es contente, tu sautes. T'es un peu dans ta bulle. On va le laisser jouer un petit peu. C'est vraiment les enfants dans leur bulle. C'est vraiment l'enfant qui ne répond pas à son prénom. C'est vraiment l'enfant qui ne me regarde pas quand je lui parle. Je vais vous poser des questions. Est-ce que par habitude, vous laissez votre télé allumée? Oui, je suis une accro de la télé. Vous aimez bien? Ah, oui, d'accord. Il faut que la télé soit allumée tout le temps. Au niveau du téléphone, est-ce que votre petit garçon, il aimait aller sur votre téléphone? Il adore. D'accord, il adore le téléphone. Alors, je vous rassure. Maintenant, je me bats avec lui. Dès qu'il voit mon téléphone posé, ça, il y va tout de suite. Il allait sur la tablette? Oui. D'accord. Et il faisait des petites vidéos, plutôt des comptines ou plutôt des jeux éducatifs dessus? Tout ça, en même temps. Tout? Oui. Est-ce qu'il va tout seul sur YouTube? Oui. Oui.
Je vous cache pas que jusqu'à présent, il regarde ça au moment des repas. D'accord. Sinon, il mange pas. Quand il est captivé, il se laisse faire. D'accord. Est-ce que vous connaissez les effets des écrans sur les tout-petits ou pas? Vaguement. Est-ce que vous voulez mon avis? Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, votre petit garçon, il est adorable. Mais il y a eu des dégâts quand même. Alors, il est en difficulté par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, et c'est probablement, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir, ça peut être en tout cas à cause des écrans. Moi, je me dis c'est de ma faute. Mais non, c'est pas de votre faute. J'ai dû rater quelque chose, c'est pour ça qu'il mange pas comme les autres, qu'il... Doucement, doucement. Il aime bien ouvrir et fermer les portes comme ça, hein. Oui. D'accord. C'est tout le temps comme ça à la maison. D'accord. Docteur, est-ce que c'est rattrapable ou pas? Non, je suis quasiment sûre parce que votre petit garçon, je vois ce que je vois depuis des années. Et si c'est les écrans, c'est complètement rattrapable. Mais je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Il peut aussi avoir une autre maladie. Et il y avait aussi les écrans et en fait, ça n'a rien à voir. Je peux le savoir qu'il faut encore que j'attende un mois. Je ne croyais pas que les dégâts étaient aussi importants que ça. D'accord. Tous Mais les jours, je vois des enfants comme ça. Oui. Tous les jours. Et les Oui. parents, si on leur dit Ils pas, s'en rendent compte. ils ne se rendent pas compte. Oui. Quand j'explique à des gens, mais on ne savait pas. Oui. Mais des médecins, des pédopsychiatres ne savent pas. Donc c'est absolument pas de votre faute. L'information n'est pas faite. En 15 ans d'intervention dans les écoles du département, le docteur Ducanda a vu ses symptômes multipliés par 6. Chez les parents, l'inquiétude est de plus en plus grande, même quand les enfants ne subissent pas encore de troubles. Face à l'absence d'informations, le docteur Ducanda prend sur ses soirées pour rencontrer des mamans et des papas qui commencent à se poser des questions. Bonsoir, enchantée. Bah, on va se pousser. Serrer un peu. J'habite à côté, elle est pas loin. Niveau smartphone, c'est vrai que ça arrive parfois qu'on mette la petite application avec les sons des animaux. C'est pratique dans les salles d'attente, par exemple, chez le médecin ou autre. Effectivement, je suis à fond anti-écran, mais par contre, je suis à fond accro à mon téléphone. Ce n'est pas un C'est parfait. Et forcément, du coup, mon fils, dès qu'il voit mon téléphone, il dit maman. Parce que c'est sûr, et il reconnaît les deux téléphones de mon compagnon. Il nous chope notre téléphone. Et puis, YouTube, ouais, voilà. Il commence d'un petit film et des fois, il regarde des séries chinoises, quoi. Donc, et il suit, hein. Le petit abandonne très vite les jeux avec lesquels il joue, sauf les jeux sur écran. Si vous avez un petit chez vous et il y a forcément des écrans, vous remarquez qu'il ne se lasse pas de l'écran. Si vous l'arrêtez pas, il ne s'arrête pas. C'est complètement addictif, ça le prend, ça le capte, ça le surstimule et il ne peut plus s'en passer. Il a un mal-être intense, comme un drogué à qui on enlève sa dose. Comment est-ce qu'on distingue un enfant qui va avoir ce syndrome, qui va être hyperactif, d'un enfant qui va être, où ça va être lié à la surexposition des écrans? Alors c'est très facile. Je pense que vous Dès avez qu'on arrête les écrans, en fait, c'est pratiquement On ne peut le immédiat, savoir c'est- qu'en arrêtant les écrans et en regardant ce qui se passe. Pour moi, c'est comme s'il y avait non-assistance à personne en danger. On est au courant et on ne le dirait pas. Et on ne le crierait pas sur les toits. Et on n'informerait pas les gens. Il y a une telle demande des parents et des professionnels. Il faut répondre à cette demande. C'est pas possible de ne pas répondre. Pour alerter, avec d'autres professionnels de santé, elle a créé un collectif. Ils sont pédiatres, orthophonistes, psychologues, et ils veulent pousser les autorités publiques à réagir. Moi, j'ai eu l'impression de changer de métier. D'accord? Et il m'arrive maintenant, ce que j'imaginais même pas, demander maintenant aux mamans, mais est-ce que des fois vous regardez votre iPhone en donnant le sein à votre bébé? Est-ce que vous donnez le biberon et en même temps vous regardez votre iPhone, vous regardez la télé? Et maman me dit, mais comment vous savez? Parce qu'elle m'a parlé d'un trouble du sommeil, parce qu'elle m'a parlé, je trouve qu'il y a des interactions qui se passent pas bien, parce qu'on voit beaucoup en PMI, parce qu'on l'étudie beaucoup, et nous aussi au cabinet. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut quand même le dire, on est souvent assez désarmés, et jamais j'ai vu des recommandations qui avaient un effet aussi rapide. Voilà, plus les témoignages sont nombreux, plus ça montrera que vraiment l'exposition massive, elle est de plus en plus répandue, et il faut absolument informer, quoi. Ducanda et les médecins du cause ne sont que des sentinelles sans beaucoup de moyens. Ils voient venir une vague, mais ils ignorent précisément ce qui se passe dans la tête des enfants. Ils demandent des études, car pour l'instant, en France, il n'en existe pas. Il faut traverser l'Atlantique pour chercher les réponses.
Aux États-Unis, les machines numériques occupent l'espace depuis bien plus longtemps. D'après une étude de l'ONG Common Sense, les enfants américains de moins de 8 ans passent plus de 2 heures par jour devant un écran mobile. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux mécanismes d'addiction chez les plus jeunes. Le docteur Kardaras est un psychologue expert en addictologie. Il dirige une clinique de désintoxication. Son job, c'est de permettre aux toxicomanes de retrouver leur liberté. Il a écrit un livre sur les enfants et les écrans. Un livre qui a réveillé l'Amérique. En travaillant avec les plus jeunes, j'ai commencé à voir les mêmes symptômes cliniques que pour l'addiction aux drogues. Le manque, l'impulsivité, l'agressivité. J'ai donc commencé à faire des recherches. Au fur et à mesure, je découvrais que ces appareils augmentaient le niveau de dopamine. Ils créaient de la dopamine. La dopamine, voilà l'hormone clé pour comprendre l'addiction. C'est elle qui nous pousse à revenir sans cesse sur notre portable. Elle alimente ce qu'on appelle le circuit de la récompense cérébrale. C'est lui qui nous motive à accomplir des comportements indispensables à notre survie. Manger et faire l'amour, par exemple. Gary Small est un neurologue, un spécialiste du cerveau. Il a étudié l'interaction entre la dopamine et les machines numériques. Il sait pourquoi nous faisons défiler sans cesse notre fil Facebook ou Twitter. La dopamine surgit dans notre cerveau et nous vivons une expérience très agréable. Les gens veulent savoir ce qu'il y a de nouveau. La nouveauté excite notre cerveau. Ça nous donne un shoot de dopamine en quelque sorte. Ça, c'est une pompe à dopamine et je l'ai avec moi 24 heures sur 24. Est-ce que ça change le cerveau? Absolument. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Depuis 5 ans, les études se multiplient de plus en plus précises, indiquant l'impact des machines numériques sur le cerveau. L'étude la plus visuelle a été réalisée par des Chinois. En Chine, l'addiction à Internet est considérée comme l'un des tout premiers problèmes de santé publique. Des chercheurs ont plongé une quinzaine d'adolescents souffrant d'une addiction à Internet dans un scanner cérébral. Les résultats sont spectaculaires. La circulation des fluides est altérée. Les zones en rouge montrent les voies du cerveau rétrécies, où la communication est très fortement ralentie. Des défauts de connexion cérébrale pouvant mener à des symptômes évoquant l'autisme ou les troubles bipolaires. Une personne qui a un cortex frontal rétréci et moins de matière grise devient plus impulsive, a un comportement plus sujet aux addictions, plus agressive. Elle ne prend pas de bonnes décisions. Ses capacités aux enchaînements logiques sont altérées. Il y a une partie du cerveau appelée le lobe frontal. C'est le cerveau de la pensée. Il ordonne au circuit de la dopamine. Ça suffit, tu devrais arrêter parce que ça bousille ta vie. Mais parfois, le lobe frontal est affaibli par ces pratiques. En Europe, les premiers centres de désintoxication numérique voient le jour. L'un des plus importants se trouve à Genève, en Suisse. Et ces recherches alimentent l'Organisation mondiale de la santé. Ce matin, nous rencontrons un patient addict aux jeux en ligne sur Internet. Un prisonnier du circuit de la récompense. Alors, comment ça va, monsieur? Très bien. Depuis la semaine passée.
Depuis la semaine passée, donc rien n'a changé. Je suis toujours devant l'écran. Dans un premier temps, c'est souvent des jeux gratuits, comme ils les appellent. Mais ensuite, pour évoluer plus vite, donc on acquiert des pièces, des couronnes, ça a différents noms. Et au niveau financier, c'est clair que, comme je le dis toujours, celui qui a de l'argent, il évoluera plus rapidement que celui qui n'en a pas, quoi. Mais ça, comme je le dis, dans la vie IRL, c'est la même chose. Hein. Est-ce que l'objectif que je vous avais demandé d'essayer de calculer à peu près combien... Oui, je l'ai calculé, mais après, moi, plusieurs fois, j'avais essayé avec différents amis en disant on commence le jeu sans investir des euros dedans. Et après, on est dans le cadre du jeu, puis on a l'habitude d'être dans les premiers, ce qui fait qu'on investit plus que ce qu'il en faut. Hein. Et là, je dirais, pour moi, ça fluctue, je dirais, dans les 400 € par mois. Ouais. 400 € minimum. Ça dépend des mois. D'accord. Donc un jeu gratuit, il a quand même un certain prix de rester numéro 1. Ouais. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le jeu, c'est d'être toujours sur les heures de jeu. C'est pas pouvoir s'arrêter. C'est pas pouvoir s'arrêter. Bon, de toute façon, c'est la famille en premier. Les potes, et puis je pense après il y a l'écran, quoi, je veux dire, parce que après c'est mes autres amis mes autres activités, quoi, je dirais, ouais. Donc en troisième, ouais. Ouais. Sauf que l'écran, on le voit tous les soirs, la famille, on la voit plus. C'est pas qu'on la voit plus, on la voit moins. On la voit moins, les amis, on les voit pas tous les jours. Non. L'écran et les amis virtuels, on les voit tous les soirs. Ça commence, ça repart ici. Donc... Voilà, là, vous voulez faire quoi? Je veux dire qu'il a bien, on dit, d'importance, ouais. Rationnellement et émotif. Mais vous avez de nouveau raison, mais c'est ça. Ça vous embête. Mais chaque fois quand je repars, ça me travaille et tout. Mais c'est le but, hein, justement, du truc, d'être ici, parce que si ça apporte rien, je veux dire, voilà, je veux dire. Voilà. En Allemagne, ont lieu les premières recherches cérébrales en addictologie numérique. Les recherches en addiction nous ont appris que des volumes réduits dans cette partie du cerveau, qui est le circuit de la récompense, ont été associés à des conduites d'addiction, comme fumer beaucoup ou boire beaucoup d'alcool. Et ce que nous observons ici, bien que les participants n'aient pas abusé du téléphone, c'est les mêmes traits. Des volumes réduits dans la même zone du cerveau sont associés à l'utilisation de Facebook. Cela montre des similarités dans la neurobiologie des utilisateurs de technologies avec les gens accros à d'autres substances. Les adolescents sont l'une des cibles privilégiées de l'économie numérique. Selon Médiamétrie, l'adolescent français moyen reçoit son premier téléphone mobile à 11 ans. 9 ados sur 10 utilisent des applications. Les 16-24 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone portable. Marius et Esteban ont 16 ans. Ils sont au lycée dans le centre de Paris et s'ils portent des mitaines en plein hiver, ce n'est pas pour rien. Ce qui les captive autant, c'est une application, Snapchat. Quand on l'utilise correctement, on reçoit en cadeau de petites flammes. Autrement dit, des récompenses que les concepteurs avaient fabriquées pour stimuler leur dopamine. Mais ça, ils ne le savaient pas. Quand on voit une photo par jour à un de tes amis, si tu le fais pendant plusieurs jours consécutifs, tu commences à avoir des flammes. Okay. Ça va, par exemple, avec lui, là, ça va faire 205 jours qu'on s'échange donc un snap vidéo ou photo par jour. Et si demain, vous échangez pas? Ça s'arrête. Tu reviens à zéro? C'est ça. Je reviens à zéro. Vous voyez mes flammes, c'est le petit rituel du soir. C'est-à-dire qu'il est 20h30, hop, j'ai fini de manger, j'envoie mes flammes.
Plus de 100 millions de personnes utilisent Snapchat tous les jours parce qu'elles s'y sentent libres de s'amuser et de s'exprimer. La voilà, cette fameuse application Snapchat, ou du moins la publicité qui circule sur Internet. Rien ne permet de comprendre le fonctionnement des flammes récompenses si addictives. La publicité se contente de célébrer le bonheur d'être ensemble, et non pas seul, avec son portable. Snapchat se vante d'avoir dépassé l'impact de la télévision chez les jeunes de moins de 35 ans. En juin 2016, 41% des jeunes Américains étaient sur Snapchat et seulement 6% sur la télévision. Mais qui vous amène à y retourner régulièrement. Vous avez le contrôle de votre consommation de smartphone? Il y a des soirs où je me dis allez, ce soir je lis, ce soir je regarde un film, etc. Mais j'y arrive pas parce que voilà, on est happé un peu en quelque sorte par ça. C'est-à-dire qu'on regarde nos téléphones, on a 40 000 notifications, on dit ah, bah non, et du coup puis on se met à parler avec nos potes, etc. Alors que c'est pas forcément nécessaire au début. Puis non, c'est une perte de temps. Il y a des gens que je pense ça saoule d'être sur Snapchat, mais ils se sentent forcés de l'être parce que tout le monde y est et que ne pas y être, ça les exclut en fait en quelque sorte. On se laisse prendre au jeu et on s'en rend même pas compte, mais voilà, c'est sûr qu'on se sent vraiment intégré quand on a Snapchat et le fait de ne pas avoir ces applications ou quoi, ça exclut. Comment on est happé par son smartphone? Moi, par exemple, des fois ça m'arrive, je me sens un peu harcelé, c'est-à-dire que des fois je suis tout seul chez moi ou dans la rue et je me mets en mode avion parce que j'en ai marre de recevoir des notifications toutes les 30 secondes et je coupe tout et ça me fait un bien fou. Et en même temps, c'est une espèce de paradoxe parce qu'en même temps, ça me fait du bien, en même temps, je me dis ah, mais si je ratais quelque chose. Donc voilà, c'est toujours une espèce de paradoxe entre cette envie qu'on a de pouvoir retrouver un peu notre liberté et en même temps, le fait qu'on n'a pas envie de manquer ce qui se passe, quoi. Du coup, on n'est pas complètement libre dans cette pratique. Non, parce qu'on est contraint et en même temps, c'est notre liberté. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche de couper tout le temps notre téléphone, etc. Donc, oui, c'est une espèce de barrière invisible qui nous a imposé. Une barrière invisible. Les adolescents en étaient conscients. Ils l'aimaient et ils la détestaient, cette application. Mais ils en ignoraient les codes. Nous avons voulu leur montrer une étude réalisée par des scientifiques américains. Une étude qui risque de les déranger. Cette étude portait sur les likes, l'équivalent des petites flammes de Snapchat, mais pour Facebook. Les likes, les cœurs, les flammes sont le vrai moteur des réseaux sociaux. Recevoir des likes, c'est une approbation de sa communauté et une source de plaisir. Voir un like a un impact sur notre cerveau. Mais lequel? Pour le savoir, des neurologues et des psychologues avaient créé un réseau social imitant Instagram, un réseau de partage de photos. Une quinzaine de jeunes adolescents y avaient déposé leurs photos. On les avait glissées dans un scanner cérébral et on leur avait montré leurs propres photos, avec ou sans like. Ce que nous avons découvert, c'est que quand tu montres à des adolescents leurs propres photos, avec beaucoup de likes, l'activation de leur circuit de la récompense augmente. Et la partie du cerveau touchée est la même qui est activée dans les addictions à l'alcool et à la drogue. Vu l'âge qu'elle a l'air d'avoir, je pense qu'elle n'a pas la légitimité pour parler de ça, vu qu'au final, elle ne sait pas ce que c'est. Parce qu'elle voit ça, c'est un peu comme pour la sociologie, c'est-à-dire qu'elle prend un regard complètement extérieur et elle regarde de haut les choses, et elle n'est pas dedans. Donc. Mais je pense que chacun a le droit à un plaisir et qu'on ne peut pas qualifier ça d'addiction simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le plaisir de l'autre personne. Il y a un peu le côté, c'est chiant, mais en même temps, on n'a pas envie de supprimer les applis, quoi. Les adolescents n'aiment pas avoir le sentiment d'être jugés, surtout par des adultes. Mais ça ne les empêche pas d'être lucides sur leur application favorite. C'est un bon représentant finalement de ce qui se passe globalement dans la société actuellement, c'est-à-dire une société d'image ou une société d'image, d'éphémère, de zapping, où finalement les gens ils n'arrivent pas à s'attacher 30 secondes à quelque chose, ils ont besoin tout le temps de bouger, d'être dans le mouvement, etc. Cette petite application finalement, elle reflète bien notre façon de vivre maintenant. Nous voulions poser la question à Snapchat. Jusqu'à quel point connaissaient-ils l'impact de leur application?
Ressentait-il une responsabilité morale? Nous avons sollicité une interview avec les concepteurs de Snapchat. Après 1 mois d'échanges et de négociations, nous recevons ces quelques lignes. Nous n'avons personne pour répondre à une interview et nous ne faisons pas de visite de nos bureaux. Merci de votre intérêt. À Los Angeles, nous avons rencontré quelqu'un qui a accepté de nous parler de la mécanique des récompenses. On le retrouve sur son lieu de travail, dans un garage. Mon nom est Dr Dalton Combs et j'ai un doctorat en neuroéconomie. Et je suis ici pour faire des applications les plus addictives possibles. Ils sont neuroscientifiques et ont créé une start-up au nom provocateur, Dopamine Labs. Ils sortent tout juste de l'université où ils ont appris des codes secrets pour accrocher nos regards et nos cerveaux. Mais ils ont choisi de les divulguer. Eux, ils proposent de mettre leur savoir au service d'applications d'utilité publique. Voici ce qui rend une app attractive. Cette application-là, c'est une checklist de choses que je dois faire. Disons que je veux supprimer une ligne, parfois, il ne se passe rien quand la ligne disparaît. Mais parfois, quand je supprime une ligne, j'ai une récompense. Cette récompense, elle n'a rien de particulier. Mais elle n'apparaît pas toujours. Le fait qu'elle soit là de manière aléatoire, ça rend une partie de mon cerveau dingue. Ne pas savoir quand j'aurai une récompense, ça me donne envie d'y revenir. Est-ce qu'elle va être là ou pas? Ça rend cette application très désirable sur le plan subliminal. C'est de ne pas savoir quand je vais avoir cette récompense qui rend le produit si attirant. La dopamine est la monnaie du plaisir. C'est aussi celle du désir. Donc les choses qui sont agréables ou l'ont été dans le passé, elles nous motivent à les retrouver dans le futur. Bien sûr, et tout ça n'est pas un hasard. C'est des décisions conscientes, conçues. Dans ces entreprises, réussir à ce que les gens perdent le plus de temps possible sur votre technologie, posent le plus de likes, laissent le plus de commentaires, c'est ce qui détermine votre bonus à la fin de l'année. Donc l'ADN de ces boîtes, c'est d'accrocher le public le plus possible. Dopamine Labs propose des applications gratifiantes pour faire du sport ou quitter les réseaux sociaux. La dopamine pour la bonne cause. Et pour l'instant, il travaille encore depuis un garage. C'est ici, dans la Silicon Valley, que nos vies virtuelles sont façonnées. Facebook, Google, Apple. L'industrie du numérique a commencé ici sa grande aventure, il y a 30 ans. Souvent dans des garages. Aujourd'hui, les campus des grandes boîtes comme Google ressemblent à de petites villes. Et parmi les cadres de haut niveau qui étaient là au tout début, certains se sentent désormais coupables. Voici une image de l'équipe Facebook à sa fondation en 2005. En bas, à droite, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Juste derrière lui, c'est Sean Parker, son associé. Il rayonne d'enthousiasme. 12 ans plus tard, en novembre 2017, il a pris un peu de poids et de recul. Tu exploites une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Marc, c'est le gars d'Instagram. On avait compris tout ça. Et consciemment, on l'a fait quand même. Puis c'est un autre cadre de haut niveau de Facebook qui va sortir de l'ombre. Les gratifications en boucle à base de dopamine que nous avons créées sont en train de détruire la société. Si tu nourris la bête te détruira. Vous avez dit c'est le moment de l'examen de conscience. Et vous là-dedans? Je me sens terriblement coupable. Je pense qu'au tréfond de nous-mêmes, nous savions que quelque chose de mauvais pouvait survenir.
Je peux contrôler mes décisions. Je n'utilise pas cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. En 2016, un groupe d'anciens de l'industrie crée une association, Time Well Spent, qui signifie du temps bien dépensé. Parmi eux, il y a Max Stoessel. Cet ancien des startups a réalisé un manifeste, une vidéo contre le conditionnement des réseaux sociaux. Architecte de notre monde numérique. Arrêtez. Soyez meilleurs. C'est possible. Et nous savons que ces systèmes ont été mis au point avec complexité, pour que les entreprises puissent capturer indéfiniment notre attention. Je n'ai pas envie de continuer à écraser ces foutus bonbons. Je n'ai pas envie que des notifications prennent le contrôle sur moi. Je me fiche de ce panda qui danse. Quoique... avec un hula hoop... À l'époque, je me disais, je ne fais rien de mal. Je donne aux gens ce qu'ils veulent. S'ils passent plus de temps sur mon application, ils font ce qu'ils veulent, je ne force personne. Mais j'ai réalisé qu'il y a une différence entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous faisons. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo du panda qui danse. Bien sûr que je vais regarder ce panda danser. Ça m'accroche, mais 20 minutes plus tard, je me détesterai de l'avoir regardé. J'ai compris que j'avais une responsabilité si les gens avaient le sentiment d'avoir perdu du temps après avoir regardé la vidéo du panda. Ok, c'est génial ce truc. Je dois partager ça avec mes 10 amis et mes 10 000 inconnus. Message, qui veut faire la fête avec un panda? Super, maintenant il faut que je retourne à ma vie. Bon Dieu, il me faut une application pour trouver la femme de ma vie. 30 secondes et seulement 2 likes sur Facebook? On ne paye pas pour Facebook, pour Google ou tous ces services que nous utilisons. Comment ça se fait? Parce que nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Ce sont nos yeux et notre attention qui sont marchandés sur ces plateformes. C'est comme si mon attention était systématiquement excitée par des algorithmes qui savent exactement ce que je veux. Non, pas ce que je veux, mais ce que je regarde. Plus ces entreprises peuvent nous prendre notre temps et nous garder sur leur plateforme, plus elles font d'argent. Donc elles sont toujours en train d'inventer de nouvelles stratégies pour extraire autant d'attention que possible. C'est ça le vrai prix de la gratuité sur Internet. Sur Internet, nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Démonstration sur un fil Instagram d'une jeune femme de 30 ans. Des bijoux, des vêtements, des vacances. Instagram a revendu aux annonceurs ses informations personnelles. Ils connaissent ses goûts et son âge. En échange de likes et de moments gratifiants, elle a offert ses infos, son temps et son cerveau. Souvent, beaucoup de son temps. Nous avons sollicité les réseaux sociaux majeurs. Facebook, Instagram, Twitter. Aucun n'a souhaité nous répondre. Face à l'avalanche de critiques, Facebook a publié un communiqué. Oui, reconnaissent-ils, les réseaux sociaux peuvent être néfastes s'ils sont consommés passivement. Mais ils sont profitables s'ils génèrent des interactions. Aucune mention du mot dopamine. Pour avoir le point de vue de l'industrie, nous sommes allés voir un de leurs conseillers les plus célèbres. Nir Eyal a écrit un livre au titre décomplexé. Hooked, accro, une méthode pour rendre les consommateurs addicts. Et sa formule pour y parvenir, c'est réprimer les zones du cerveau associées au jugement et à la raison et activer dans le même temps les zones associées à l'envie et au désir. Fin de citation. Ce qu'on pourrait interpréter en rendre les gens un tout petit peu idiots. Vous désactivez le jugement et la raison. Je ne crois pas que j'ai dit jugement et raison. Peut-être, mais je serais surpris. Et ça commence par un oubli de l'auteur. Can I search a PDF? J'ai pas le mot jugement dans mon livre.
Je vais chercher avec le mot raison. Ça y est, je l'ai. C'est à la page 7. Ah, ok, d'accord. Bon. Donc cette recherche de la récompense, lorsque quelque chose est excitant, intéressant, ça provoque une montée de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du désir. C'est ce qui nous incite à regarder encore et encore, ce qui rend quelque chose intéressant et divertissant. Donc les gens sont conditionnés pour vouloir leur dose de dopamine. C'est pour ça que j'écris le livre. La raison pour laquelle j'écris le livre. Ouais. Donc vous êtes d'accord, il y a bien un problème. Je suis d'accord, il y a un côté négatif à toute technologie. Ouais, bon, d'accord, on peut parler des autres technologies, mais là, on parle de celle-ci. Oui, il y a des aspects négatifs à cette technologie, bien sûr. Une fraction infime de la population est vraiment accro. Et vous dites que tout le monde est accro. Les gens vont vous croire et se dire « Je suis accro, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas ma faute, c'est la technologie qui est addictive. » Mais c'est une partie infime de la population, et ils ont un problème de santé mentale. Non, pas seulement. Les gens qui regardent ça et qui nous écoutent, ils savent qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont plongées dans leur fil Facebook, qui likent, qui font défiler, et qui se disent « C'est trop, je dois arrêter. » Mais j'arrive pas à m'arrêter. Et ils sont pas fous. Là, c'est votre responsabilité de journaliste de raconter toute l'histoire. Et toute l'histoire, c'est qu'1% de la population a un profil psy pour l'addiction. Les gens sont accros à toutes sortes de choses. Et des fois, c'est trop de jeux vidéo, trop d'alcool, et parfois trop d'Internet. Mais ce n'est pas tout le monde. Sur un point néanmoins, Nirayal appelle à prendre des précautions. À propos des enfants, est-ce que cette technologie est dangereuse pour eux? Je crois qu'il y a une catégorie de gens qui doivent être protégés, qui ne devraient pas avoir accès à certaines choses. Je ne laisserai pas ma fille de 9 ans aller au casino et jouer au blackjack. Je ne la laisserai pas aller au bar et boire un gin tonic. Je ne laisserai pas mon enfant regarder la télé pendant des heures. Toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. Je répète, toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. Nirayal réglemente sévèrement l'accès de ses enfants aux machines numériques. Il n'est pas le seul professionnel du secteur à le faire. Le biographe de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, raconte que celui-ci ne laissait pas ses enfants plus de 30 minutes sur un ordinateur ou une tablette. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, il existe une école, peuplée en grande majorité d'enfants de l'industrie numérique, où les machines sont interdites. La Waldorf School. Environ 3/4 de nos familles ont au moins un parent qui travaille dans les technologies de la Silicon Valley. Ils découvrent que s'ils veulent développer ces capacités humaines, il ne faut pas avoir d'écran. Dans les 2 dernières années, on commence à avoir des parents qui aussi viennent expressément parce qu'il n'y a pas d'écran. C'est donc une évidence pour les leaders de l'industrie numérique. On ne laisse pas ses enfants devant un écran trop longtemps et sans surveillance. Qu'en est-il au niveau des consommateurs, dans les magasins? Les mêmes précautions sont-elles prises? Retour à Paris. Nous suivons le docteur Dukanda dans le plus grand salon du jeu pour enfants. Bonjour. Des dizaines d'enfants sont scotchés sur les écrans. Il y a des écrans partout. Et les parents font comme ils peuvent. Elle est déjà attirée par l'écran. Ah bah tout. Ah. On a Nintendo Switch, on a la PS avec la grande de 9 ans et... Donc ils sont... Elle est à fond dedans. Elle est à fond dedans, même elle a 2 ans et demi. Ah oui. D'accord. Et elle arrive à se débrouiller, à faire... Oh oui. D'accord. Elle va même vous apprendre. Tu aimes bien?
Elle aime beaucoup les jeux d'écran ou pas spécialement? Si, elle aime bien, mais on essaie de limiter. Vous essayez de limiter. Pourquoi vous essayez de limiter? Parce qu'on entend que c'est pas bien et même on le voit hein, quand elle est trop sur un écran, après elle est super excitée et c'est pas bon pour elle et c'est pas bon pour nous. D'accord, donc quand elle joue, vous la trouvez complètement captée par ce qu'elle fait? Ouais. C'est ça, là vous n'existez plus là. Jade, on est là? Ah oui quand même, ah oui quand même, d'accord. Chaque maman improvise une conduite à tenir face à la fascination numérique de son enfant. Sur une étagère, un produit étonnant, de vrais smartphones pour enfants dès 4 ans. Une porte d'entrée précoce pour une longue vie d'addict à la dopamine. Disney est très simple d'utilisation, même pour les enfants qui ne savent pas encore lire ou écrire. Il n'y a pas du tout de limitation, de recommandation sur la limitation du temps. Il n'y a pas du tout d'explication sur les effets potentiellement négatifs de l'écran sur l'enfant. Pour l'instant, les fabricants n'ont pas encore jugé bon d'alerter les parents. La marque Apple, comme le montrent ses dernières publicités, considère les jeunes comme des clients précoces. Hey, what you doing on your computer? What's a computer? Mais le 6 janvier 2018, de gros actionnaires d'Apple, sensibles aux déclarations des repentis et aux études scientifiques préoccupantes, interpellent la direction. Ils sont inquiets, disent-ils, des conséquences négatives des outils numériques sur les enfants. Apple a décidé de répondre. Dans un communiqué, ils disent « Nous nous sommes toujours préoccupés des enfants et nous assumons nos responsabilités. » Nous avons demandé une interview et un tournage à Apple. Ils n'ont jamais répondu. Alors une journaliste s'est faite passer pour une maman qui cherche un appareil pour occuper ses 2 enfants en très bas âge. Elle veut les laisser seuls devant les écrans pour avoir la paix et elle porte une caméra cachée. J'ai une petite fille de 2 ans et un garçon de 5 ans. Et voilà, je venais un peu au renseignement. Donc moi je partirais soit sur 489 sur l'iPad mini, il y a beaucoup de stockage, donc si vous partez en vacances, machin, vous voulez mettre des vidéos, des trucs, être peinard. Moi je travaille à la maison, donc ce serait le soir après l'école qu'elle puisse passer un peu de temps en autonomie, quoi. Et là je pense à la petite de 2 ans par exemple, on va garder un petit moment. Elle veut jouer, le triple kicker, tac, vous lui mettez son jeu, elle ne peut pas sortir du jeu. Enfin du jeu. Vous lui mettez une vidéo, elle ne peut pas sortir de la vidéo. Du coup à 2 ans c'est adapté parce qu'on entend beaucoup de choses, je savais plus trop, quoi. Après il faut regarder, après ça va être au niveau des applications, il faut regarder les jeux pour les enfants, mais oui il y a des trucs complètement éducatifs. Occupez vos enfants, c'est ça que je cherche. J'ai l'impression qu'on peut faire des recherches sur à peu près tout, sur le développement, sur tout ça, donc là vraiment on va avoir des jeux du coup. D'accord, pour tous les âges, ouais. Pour les éveiller, tout, bien sûr. C'est super interactif. De toute évidence, la prise de conscience des risques des tablettes pour le cerveau des tout-petits n'a pas encore atteint le Apple Store de Paris. Nous avons voulu revoir le petit Ryan. Cela fait 1 mois maintenant qu'on a éloigné de lui le téléphone portable. Qu'est-ce qui a changé? Là, je fais les chansons, ça lui fait rien. Il bouge pas. Ryan, tu veux pas regarder les chansons? C'est bon. Il se rappelle. Le petit Ryan n'est pas totalement guéri. Mais il n'est plus obsédé par le téléphone portable. Quand j'ai arrêté, là, depuis que j'ai arrêté, il dort. Il dort sans téléphone. Je lui chante des chansons, mais il dort. Depuis 1 an qu'il est comme ça, c'est pas facile. Il y a 1 mois que j'ai arrêté tout, le téléphone et la tablette. Il y a déjà une amélioration, il y a un changement, mais je sais que ça prend du temps. On a étudié ça il y a quelques années. On a suivi un groupe de jeunes de 13 ans dans la nature.
Après seulement 5 jours, loin des ordis et de la technologie, leur intelligence émotionnelle a progressé. Tu veux quoi, sortir? Tu veux sortir? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dommages permanents au cerveau des jeunes gens exposés. Il suffit de les éloigner des machines et leurs capacités mentales reviennent. Attention, c'est pas par là, l'autre côté, Ryan, l'autre côté. Voilà. Il faut poser la question des écrans. Amener l'enfant à ne plus être surexposé et à lui proposer d'autres jeux, une autre stimulation, plus d'interaction humaine. Il y a quelque chose de très important, c'est de regarder et de parler à votre bébé très souvent.